harcèlement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuelle Piquet, psychopraticienne spécialisée dans la souffrance scolaire et fondatrice des centres Chacun Scolaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Ma première question sera, pourrais-tu m'expliquer en quoi la méthode de Palo Alto est efficace pour aider les victimes de harcèlement scolaire ? Oui, donc c'est bien de me tutoyer parce que sinon j'ai l'impression d'avoir 96 ans, donc merci Jules. Alors, en quoi elle est efficace cette méthode ? En fait, je crois qu'il faut repartir peut-être de la définition, en tout cas que l'analyse systémique donne de cette interaction dysfonctionnelle entre deux entités qui sont d'une part souvent un enfant seul, un adolescent seul qui est de plus en plus recroquevillé en position basse, en position d'emprise en fait, et puis de l'autre côté plutôt un collectif souvent géré par un leader qui est lui en revanche ce collectif de plus en plus en position haute, en position de toute puissance, en position d'emprise alors que l'autre est sous emprise, on est bien d'accord, et donc c'est cette escalade complémentaire qui définit le mieux selon nous la mécanique du harcèlement, qu'elle soit d'ailleurs cette mécanique dans le milieu scolaire, dans le milieu conjugal, dans le milieu professionnel et même parfois dans le milieu social. On a des groupes d'amis où une des personnes est vraiment, au fond, même si c'est entre guillemets amical, très isolée et très en position basse par rapport au reste de la bande d'amis. Donc, à partir du moment où, en effet, on regarde le harcèlement en milieu scolaire avec ce prisme-là, c'est-à-dire en regardant ça comme une interaction dysfonctionnelle complémentaire, on voit bien qu'il y a quelque chose de très déséquilibré là-dedans. Et au fond, l'école de Palo Alto, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dire comment est-ce que je peux rétablir l'équilibre dans cette interaction complémentaire. Comment est-ce que je peux, au fond, faire en sorte que l'enfant ou l'adolescent en position basse revienne à une position médiane, alors même que dans un espèce de vase communicant, d'effet de vase communicant en tout cas, l'autre entité revienne à une position médiane aussi, au lieu d'être en position haute. Alors, on pourrait se dire, oui, mais comment se fait-il qu'on va plutôt faire en sorte que l'enfant reprenne une position moyenne, celui qui est en bas, et pas celui qui est en haut ? C'est une vraie question. Nous, en fait, quand on analyse ça de façon clinique, donc nous, on reçoit à peu près, je dirais, 700 à 800 enfants ou adolescents harcelés par an, donc on a sans doute la base de données la plus documentée d'un point de vue clinique de ce phénomène en Europe francophone. On se rend compte que au fond, les enfants harceleurs, il y a deux choses qui les poussent à harceler ou qui les maintiennent et aussi dans cette mécanique, dans cette escalade. La première chose, c'est qu'au moment où ils harcèlent, et contrairement à ce qu'on nous explique, mais ça a été assez documenté aussi, au moment où il harcèle, l'enfant harceleur, il éprouve du plaisir. Donc c'est un plaisir lié à la toute-puissance, c'est un plaisir lié au narcissisme au fond, et qui est lié aussi, et également à l'impact qu'il a sur toute une meute ricanante et sur une personne qui souffre. Et donc c'est un plaisir qui a peu d'équivalent en fait finalement. Il est très immoral, il est très cynique, il n'a aucun, vraiment. C'est insupportable de se dire ça, et en même temps, il existe. Et ne pas le penser, ne pas s'y attarder, c'est à mon avis passer à côté d'un des fondamentaux de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. La deuxième chose, c'est que cet adolescent, cet enfant-là, au moment où il harcèle, il se sécurise par rapport à d'éventuels faits de harcèlement le concernant lui. Et donc, voilà un individu qui, au fond, a vraiment deux moteurs, c'est horrible de dire ça, mais deux moteurs assez puissants pour ne pas arrêter en fait. Et ce qui a été prouvé aussi par une étude tout à fait intéressante qui va paraître prochainement, qui est une thèse de doctorat en fait sur l'humour en fait en matière de harcèlement, et comment au fond le harcèlement crée une réputation. Et ce qu'elle dit en fait, c'est qu'en effet la capacité à harceler génère une espèce de posture, une espèce de réputation positive, en mode je suis un gros bonhomme de savoir faire ça, quoi. Et le fait d'être dans cette posture-là, au fond, favorise l'effet de harcèlement. Et donc il y a une espèce de cercle vertueux, paradoxalement, qui se met en place chez le harceleur, alors même que l'enfant harcelé est lui dans un cercle vicieux abominable, complémentaire à nouveau. Et donc c'est la raison pour laquelle nous,
on préfère vraiment s'accroupir, et j'emploie le terme sciemment, parce que je trouve on regarde ça avec beaucoup trop un regard d'adulte. Je pense que, et c'est pour ça que toi, Jules, ton regard est ultra intéressant, c'est parce que tu le regardes encore avec ton regard d'enfant. Nous, notre proposition, c'est de nous asseoir à côté, en tant qu'adultes, des enfants harcelés, voilà, et de regarder avec eux la façon dont ils perçoivent cette situation-là, pour se servir de ce qui se passe dans la situation, pour les aider à faire changer l'inconfort de côté. Ok, c'est très 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 intéressant. Pour rebondir sur ce que tu as dit, ma prochaine question est liée au fait de savoir comment réagir ou quels conseils donner aux élèves ou aux parents pour agir efficacement face au harcèlement. Tu as évoqué l'humour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors évidemment, je tiens à préciser, parce que c'est ultra important, que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il n'y a pas de mode d'emploi en matière de sciences humaines. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, voilà, le protocole qu'il faut absolument appliquer dans toute situation. Moi, je n'y crois pas, parce que je pense que tout ça est très mouvant, très personnel, très intime même d'une certaine façon, et qu'au fond, je crois pas que nous ayons donné 2 fois la même consigne, le même conseil, la même proposition, voilà, à des enfants harcelés, parce qu'à chaque fois, il faut vraiment qu'on soit sur du sur-mesure. Néanmoins, ce qu'on constate en fait globalement, et ça également c'est très documenté notamment par Benoît Galland, c'est que sur la population des enfants et des adolescents harcelés, on a une grosse majorité d'enfants harcelés qui sont plutôt dans une posture d'évitement. C'est-à-dire qu'ils vont soit se faire le plus petit possible, soit essayer de ne pas croiser le regard des harceleurs, essayer de passer sous les portes, enfin, etc. D'éviter le plus possible de croiser, en effet, les harceleurs. Et donc, nous, en fait, comme on travaille avec une école qui s'appelle l'école de Palo Alto, et qui a mis en exergue ce principe tout à fait fantastique, de mon point de vue, en tout cas très esthétique intellectuellement, qui est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Alors, ça veut dire qu'on va regarder ce que les enfants harcelés font et on va leur proposer de faire l'inverse. Parce que quand ils viennent nous voir, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, sinon ils ne seraient pas là en consultation devant nous. Donc pour cette majorité d'enfants harcelés qui sont dans l'évitement, le fait d'être recroquevillé le plus possible, voilà, eh bien, on va leur conseiller d'affronter en fait le harceleur, qui est exactement l'inverse d'éviter. Et donc d'affronter. Et là, en effet, on va se servir beaucoup de l'autodérision. C'est-à-dire au fond, on part du principe que le carburant du harcèlement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. C'est parce que l'enfant harcelé souffre et que le harceleur le perçoit qu'il continue en fait le harceleur, parce qu'il se dit cette souffrance et son expression est au fond l'indicateur que ça fonctionne en fait, que mon cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure est parfaitement en harmonie. Et donc on va proposer aux enfants harcelés, nous, de faire comme si l'attaque les faisait rire, pas comme si ça leur faisait rien, parce que ça, c'est pas suffisant à notre avis pour stopper ce carburant totalement. Vraiment stopper le carburant, c'est-à-dire être à 180 degrés de tu me fais souffrir, c'est tu me fais rire. Et du coup, on va se servir pour ça de l'autodérision. Ce qui est difficile parce qu'au fond, le sujet sur lequel les enfants harcelés sont harcelés est souvent un sujet sur lequel ils n'ont pas du tout d'humour. Parce que c'est un sujet qui génère beaucoup de souffrance chez eux, c'est souvent une zone complexe, au sens de complexé chez eux. Et du coup, ça leur demande beaucoup de courage, mais c'est vraiment un fondamental pour faire tomber de son piédestal de cruauté l'enfant harceleur. Parfois, on va être contraint de rajouter un tout petit peu plus d'inconfort, c'est-à-dire faire en sorte que dans la stratégie de résistance qu'on propose à l'enfant harcelé, l'enfant harceleur perçoive un inconfort, là où jusque-là il ne percevait qu'un confort immense dont on parlait tout à l'heure. Là, tout à coup, il y a comme un espèce de gravier que lance l'enfant harcelé dans le cercle vertueux du harceleur, enfin du point de vue du harceleur. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la grande majorité des enfants harcelés. Et puis il y a une petite minorité d'enfants harcelés, petite, enfin 20% à peu près dans notre échantillon en tout cas, qui explosent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout recroquevillés ou en évitement, ils explosent littéralement. Parce qu'ils n'en peuvent plus en fait, c'est-à-dire qu'ils se retiennent, plus exactement, et à un moment donné ils pètent les plombs, donc soit en insultant, soit en devenant tout rouge, soit en se mettant à pleurer, soit en disant plein de gros mots horribles et tout ça. Et le problème c'est qu'il y a des classes entières qui se mobilisent pour obtenir ça, parce que c'est hyper drôle de faire perdre le contrôle à quelqu'un quand on est un collégien qui a un peu d'empathie, ce qui est souvent le cas malheureusement d'un point de vue assez majoritaire sur cette population. Ça ira mieux
au lycée, mais au collège, c'est quand même pas terrible. Et du coup, alors, pour cela, on va faire vraiment très différemment, c'est-à-dire qu'on va, enfin très différemment, pas très différemment, mais on va vraiment leur demander de riposter au tout début en fait, de pas attendre que tout ça s'emmagasine en fait à l'intérieur d'eux et de riposter de façon très calme, également avec l'autodérision, mais à un moment vraiment très opportun. Très bien. On connaît mieux en tout cas la façon pour un élève d'agir dans cette méthode. Parlons maintenant de la place des parents, des enseignants dans la gestion du harcèlement. Quelle place peut-on leur réserver dans cette méthode de Palo Alto? Alors une place essentielle, évidemment, avec toujours cette idée de base, hein, vraiment, je pense, à laquelle il faut qu'on s'accroche, c'est que c'est une escalade complémentaire. Et donc, quand un adulte intervient dans cette escalade complémentaire, en se mettant au milieu, c'est-à-dire en disant, en substance à l'enfant harceleur, tu dois faire preuve d'empathie, arrête d'embêter Jules, c'est n'importe quoi ce que tu fais, t'es vraiment pas moral et tout ça. En fait, en faisant ça, ce qui est parfaitement logique, on est bien d'accord, hein, c'est exactement logique et tout à fait légitime, le risque, c'est qu'on envoie deux messages implicites. Un à l'enfant harcelé qui est en substance, je suis obligée d'intervenir parce que tu sais pas faire, chérie. Parce que si tu savais faire, je serais pas là, on est d'accord. Et donc ça, c'est lui envoyer un message qui vient creuser un peu plus l'estime qu'il a de lui-même sur ce sujet social. Donc on le rabaisse en fait dans cette escalade complémentaire. Et le message implicite qu'on prend le risque d'envoyer à la meute et notamment au leader du harcèlement, c'est « je suis là parce que Jules ne sait pas faire ». Et donc ça veut dire que dès que j'ai le dos tourné, allez-y, c'est pas un problème. Donc ça prend le risque de renforcer leur puissance. Donc en fait, en intervenant de cette façon-là, qui est une façon légitime, logique et émotionnellement parfaitement compréhensible, on accentue alors même qu'on veut résoudre. Donc ça, je pense que c'est ultra important que les adultes le comprennent. Parce que quand on est parent, et qu'on a un enfant harcelé, ou isolé, ou racketté, ou moqué, etc., c'est une souffrance animale. C'est-à-dire que en fait, quand on sait ça, on a envie de tuer l'enfant en question, ses parents, ses grands-parents, le ministre de l'Éducation nationale et le président de la République. On a envie de tuer tout le monde en disant à quel moment vous n'avez rien fait, quoi. Et ça, je pense que c'est parfaitement légitime, mais c'est très inopérant. Parce que même si ça fonctionne, en admettant que ça fonctionne, le gamin harcelé, au fond, l'apprentissage qu'il fait, c'est la prochaine fois que ça m'arrive, il faudra que maman soit là, quoi. Parce que sinon, moi, je sais pas faire. Ou il faudra qu'un adulte soit là. C'est pour ça que nous, on est très circonspect sur le fait de vouloir former des adultes à intervenir de façon morale, et je le redis, parfaitement légitime. Je suis pas du tout en train de faire un reproche. Je dis juste que il faut réfléchir d'un point de vue systémique à ce que ça va générer en termes d'apaisement ou pas de la souffrance de l'enfant harcelé. Donc, les parents et les enseignants, nous d'abord, ce qui nous semble extrêmement important, c'est qu'ils puissent constituer cet adulte auquel l'enfant harcelé fait confiance et auquel il va donc se confier. Et je crois qu'il faut avoir en tête un chiffre tout à fait glaçant de mon point de vue, qui a été mis en exergue par une autre doctorante, celle-ci qui s'appelle Margot Déage, qui a mis en exergue que 64% des enfants harcelés, des collégiens, hein, plus précisément harcelés, considèrent que les adultes ne savent pas gérer les situations de harcèlement. Ça doit nous dire quand même quelque chose. Ça nous dit qu'on a échoué en tant qu'adulte. Si on avait réussi, on n'aurait pas autant de gamins qui se disent « j'en parle pas à un adulte parce qu'il sait pas faire ». L'enquête de l'UNICEF, la dernière qui est parue en 2022, indique que si 50% des enfants et des adolescents en parlent à leurs parents, la moitié de ces 50% ne le font que plusieurs années après l'effet de harcèlement. Donc ça veut dire qu'on est à 25% d'enfants qui en parlent à leurs parents. Il faut qu'on se pose une question. Et donc, moi, ce que je crois, quelque chose de très important, c'est que les parents, lorsqu'ils sentent dans leur cœur de maman ou de papa qu'en effet, il y a quelque chose de compliqué pour l'enfant ou l'adolescent, je crois que c'est extrêmement important de leur dire, écoute, moi j'ai l'impression que ça se passe pas bien à certains moments dans ta vie, je comprendrais que tu m'en parles pas, parce que nous les adultes, des fois on fait des choses pas très productives, il faut l'admettre ça en fait. Sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Juste cette promesse-là, qu'il faut tenir, évidemment, parce que si on ne la tient pas, là, on brise complètement l'engagement qu'on a pris.
là, on va avoir une parole qui se libère. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les collégiens, notamment, n'en parlent pas ni aux parents, ni aux équipes éducatives? Je le redis pour une très grande majorité d'entre eux, c'est parce qu'ils se disent ce qu'ils vont faire va aggraver la situation. Et ils n'ont pas tort, je suis navrée de le dire. Donc, il faut qu'ils se disent, la personne à qui je vais en parler ne va pas aggraver la situation et c'est quelqu'un de compétent pour m'aider à faire en sorte que ça s'arrête. Et je crois que du coup, c'est pour ça que moi je suis très embarrassée quand, au fond, le message qu'on envoie aux enfants harcelés, c'est parle à un adulte, quoi. Pas n'importe lequel, je suis désolée, pas n'importe lequel. Parce qu'il y a des adultes qui, et je ne remets en aucun cas ni leur sincérité, ni leur bienveillance en cause, vont faire des choses aggravantes sans le vouloir. C'est le risque qu'un adolescent prend en faisant confiance. À partir de quel âge à peu près on peut, avec les centres 180 degrés, accompagner vraiment, à proprement parler, un enfant du coup? Alors, nous, on travaille beaucoup pour les petits, parce que on a des parents tellement inquiétés, et je ne dis pas qu'ils sont inquiets par essence, je dis qu'ils sont inquiétés par des messages en permanence sur... Donc, on a des parents inquiétés de plus en plus tôt, au fond, et qui, très inquiets, presque en petite section de maternelle, commencent à s'inquiéter sur est-ce que mon enfant ne se ferait pas harceler. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler de harcèlement en maternelle, vraiment pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, il peut très bien y avoir des violences interactionnelles en maternelle et même à la crèche. Il y a des enfants qui mordent à la crèche, beaucoup plus que d'autres. Mais c'est pas le harcèlement en tant que tel, c'est-à-dire cette espèce d'élaboration assez sophistiquée dans un certain nombre de cas, même en primaire, pour en effet mettre quelqu'un à terre et le maintenir à terre, parce que c'est quand même ça l'idée. Donc nous, on reçoit les enfants à partir de 6-7 ans à peu près, mais pour des parents très inquiets parce que leur enfant est en souffrance à la maternelle, alors on va travailler avec les parents. Et les parents vont être un peu comme nos cothérapeutes, c'est-à-dire qu'on va leur donner des choses à faire pour qu'ils aident leur enfant. Ok, très bien. Évoquons maintenant le cyberharcèlement. Comment vos stratégies peuvent s'adapter à la lutte contre le cyberharcèlement? Alors, sur le cyberharcèlement, et je ne vais pas être d'accord avec mes amis du 30-18, je pense, parce que je crois qu'on n'est pas d'accord en fait sur une définition de base qui vient d'être documentée par Benoît Galland, c'est que je pense qu'on fait une confusion entre cyberharcèlement et cyberviolence. En fait, moi depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, je dis mais moi je n'ai pas de cas de cyberharcèlement dans ma patientèle. D'ailleurs, le mot cyberharcèlement n'est absolument pas utilisé par les enfants ni les adolescents, c'est un truc très adulte. Donc si j'en ai 2 à 3%, c'est le bout du monde. Donc ça, je pense que c'est important que les parents l'entendent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence en ligne. Il y a de la violence en ligne à d'autres endroits, mais le côté un enfant sur Internet poursuivi par des meutes numériques non, ça n'existe pas en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça pour des adultes, pour des jeunes adultes, et on l'a vu dans l'actualité. Donc, je pense qu'on fait cette analogie, mais en réalité, en dehors de cas de revenge porn qu'on a vraiment, à un certain moment, c'est pas fréquent, mais on en a, très genré. C'est souvent des jeunes filles qui sont victimes de ça. Donc, on diffuse un amoureux éconduit ou remercié va donc trouver que c'est inadmissible et donc pour se venger va publier des vidéos, des photos de cette jeune fille, des photos intimes, des vidéos intimes. Oui, ça en a un peu, pas non plus de façon énorme, mais quand il y a en effet harcèlement, au sens où on l'a défini, c'est-à-dire cette escalade complémentaire avec la fréquence, la répétitivité et au fond les mêmes personnes qui font subir ça à un enfant ou à un adolescent, quand on constate ça, nous, c'est d'abord jamais isolé, c'est-à-dire que c'est toujours lié à du harcèlement in real world. C'est une caisse de résonance, c'est un média supplémentaire, mais ça n'est pas un changement de nature, parce que moi j'ai l'impression que les médias en font un peu un changement de nature, comme si c'était autre chose. Non, c'est pas autre chose, c'est la même chose sur un écran, mais c'est pareil en fait. Donc ça, c'est quand même important de bien le comprendre. Je ne nie pas le fait que, évidemment, ceux qui subissent ça, c'est horrible parce que c'est H24 et tout ça, mais ça, on l'a tellement déjà dit 1 milliard de fois et c'est tellement évident qu'on va pas le redire. Bien sûr que c'est horrible quand ça arrive. Ça n'est pas du tout la majorité des cas. Et donc, je le redis, quand c'est en effet le cas, parce que ça arrive, je vous le dis, 3% à peu près, le média utilisé, c'est le groupe WhatsApp de la classe. On n'est pas dans la jungle numérique, je sais pas où, je sais pas ce qu'imaginent les parents. On est sur le groupe WhatsApp de la classe. Or, le groupe WhatsApp de la classe, c'est la classe.
C'est juste que c'est numérique. Mais les boomers, comme moi, considèrent que c'est un truc horrible. Mais en vrai, c'est la classe. Et l'autre modalité qu'ils utilisent beaucoup, c'est les SMS. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très élaboré. Et donc, quand c'est le groupe WhatsApp de la classe ou quand ce sont des SMS, évidemment qu'on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on les aide à résister, à riposter, de façon à créer de l'inconfort chez celui qui fait ça, en fait. Sauf que là, c'est à travers un écran. L'avantage, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une posture très assurée, puisqu'on est derrière son écran quand on résiste, on n'a pas le risque de bégayer, de rougir, d'être extrêmement mal. Et puis on a le temps aussi de réfléchir à sa stratégie. Donc, au fond, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Mais je le redis, ça n'est absolument pas ce dont se plaignent les enfants et les adolescents. Merci beaucoup Emmanuel. Pour ma dernière question, j'aimerais savoir selon toi quels changements sont nécessaires en matière de harcèlement au niveau que ce soit de la loi, que ce soit des politiques publiques, qu'est-ce qui peut être amélioré selon toi ? Alors, en matière de lutte contre le harcèlement, je crois qu'il faut arrêter de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Déjà, ça, ce sera tellement chouette, parce que les chiffres, quand même, du dernier rapport de PISA, qui est intéressant parce qu'il nous montre l'évolution, montre que c'est totalement stagnant. Enfin, on n'a pas d'impact aujourd'hui global sur ce sujet-là. Et au fond, si je précise un peu, moi, je pense que vraiment quelque chose de révolutionnaire, au sens vraiment changement opérationnel et structurant, ce serait qu'il y ait par établissement environ 2-3 personnes maximum qui soient super formées. En revanche, super formées à l'école de Palo Alto, parce que c'est évidemment ce en quoi je crois, mais pas d'aller saupoudrer de la formation de partout. Je crois que ça ne sert à rien, en fait. Je pense qu'en plus, il y a des gens qui n'ont pas envie du tout de travailler cette matière. Je les comprends, parce que c'est pas une matière facile. Moi qui la travaille tous les jours depuis 20 ans, franchement, c'est pas quelque chose de simple d'un point de vue émotionnel. On reçoit beaucoup de souffrances, en fait, qui nous sont déposées. Et donc je comprends qu'il y ait des enseignants, des CPE qui disent mais moi j'ai pas envie de forcément travailler sur ce sujet-là. En tout cas j'ai pas envie d'être référent sur ce sujet-là. En revanche, il y en a qui ont vraiment envie. Il y a des gens qui sont ultra motivés comme toi par exemple, Jules. Mais il y en a plein d'autres. Et donc c'est ces gens-là en fait qu'il faut former. Et si on avait en effet 2 adultes par établissement, et notamment au collège où quand même c'est la zone de concentration maximale de ce fléau absolu. Si on avait donc 2 personnes ultra formées et dont les élèves savent que si ils vont les solliciter, ces personnes-là vont les aider de façon efficace, alors si dans 20% des collèges où il y a le plus de harcèlement et qui donc crée 80% de la souffrance si jamais cette loi fonctionne ici, alors donc ça veut dire qu'il faudrait former 40 personnes. On n'est pas non plus sur quelque chose d'absolument... 40 personnes, pardon. Pas du tout, c'est complètement faux. 20% des établissements à raison de 2 personnes par établissement. C'est pas non plus fou. En même temps, c'est une formation, comme on en a déjà parlé, qui est une formation difficile, qui est une formation longue. On peut pas former pendant 2 jours, en fait, à cette matière. Et j'ajoute, de façon plus globale, que je pense que les enfants et les adolescents, quand ils viennent en cours... leur matière préférée, c'est pas forcément le français ou l'histoire géo, même si ça peut l'être, c'est la relation, en fait. Ils viennent aussi chercher des réponses sur, par exemple, comment je fais face à un méchant. Et je considère que tant que nous, sociétalement, on ne sera pas capable de répondre à cette question-là, on maintiendra des enfants ultra vulnérables, ultra fragiles, qui, en grandissant, peuvent devenir des adultes vulnérables et fragiles, à qui va arriver des choses extrêmement désagréables au boulot, d'un point de vue conjugal et même d'un point de vue social. Merci beaucoup Emmanuel pour cet échange passionnant et très éclairant. Tes conseils et ton regard sur le harcèlement nous rappellent l'importance d'agir, d'écouter et de soutenir ceux qui en ont besoin. Et on espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour mieux accompagner et protéger. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi Jules. À bientôt pour un nouvel épisode.